Benoît Rosier, je suis cofondateur d'Upvisory. Donc, Upvisory, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une agence conseil dédiée au product management. Donc, on accompagne nos clients à construire des produits digitaux, soit via un volet plutôt opérationnel, donc avec des product managers et des product owners qui vont intervenir chez nos clients dans la construction de leurs produits, soit plutôt sur un volet méthodologique, où là, on va avoir des coachs produits qui vont intervenir chez nos clients pour les aider à monter en compétences sur le product management. Donc moi, chez Advisory, je suis le référent métier, donc j'ai le rôle de CPO. Donc j'interviens sur les missions qui vont être un petit peu plus stratégiques, notamment beaucoup de missions organisationnelles. J'essaie d'intervenir aussi sur des expertises plus spécifiques, notamment sur le data product management que je gère depuis un certain temps maintenant chez Advisory. Et puis au-delà de ce que je fais chez Advisory, donc j'essaie de m'investir beaucoup dans la communauté produit, puisque je reste un amoureux du produit. Donc je fais pas mal de conférences sur le produit, à la fois en France et à l'étranger. J'ai lancé avec Advisory la première formation en ligne qui s'appelle Product Online, qui est une formation grand public dédiée au product management. Et j'essaie aussi de m'investir sur tout ce qui est méthodologique. Donc, j'ai notamment lancé avec Advisory ce qu'on appelle le Product Sprint, qui est un cadre méthodologique qui s'inspire du Design Sprint et qui a pour vocation d'accélérer tout ce qui va tourner autour de la construction d'une stratégie produit. Donc voilà un petit peu pour les présentations. Donc cette thématique-là de cet AMA, c'est le data product management. Et l'idée, c'est qu'on commence avec une petite big picture du monde de la data pour que effectivement vous compreniez bien les enjeux macro qui existent autour de la data. Et pour le coup, je vais laisser la main à Mickaël sur ce sujet. Si, ben moi, je vais commencer en fait pour illustrer les complexités qu'on rencontre en travaillant sur la data et tout ce qui est gestion de projet, gestion de produits sur la data, par une petite histoire que certains ont pu rencontrer ou que, en tout cas, on rencontre beaucoup dans l'histoire de la data. Bon, vas-y, tu peux avancer hein, sur. Donc, imaginez en fait une entreprise qui souhaite commencer à travailler sur ces données, qui souhaite avancer sur des cas assez avancés sur la donnée, par exemple détection de fraude ou recommandation de produits. Et sachant pas comment aborder les choses, il confie ça à un chef de projet IT qui voit confie la responsabilité de mettre en place tout ça de mettre tout ça en place. Et cette personne-là donc bâtit un plan sur écoutez, on va récupérer un ensemble de données, les mettre dans un data lake. Donc première étape, on définit 6 mois pour construire le data lake. Ensuite, on va faire de la modélisation de données. Ça va nous prendre 2 mois, on a les données et puis on va pouvoir sortir un petit algorithme qui, par exemple, va détecter les cas de fraude. Et ensuite, on donnera ça aux ingénieurs en IT pour industrialiser l'ensemble. Et donc, il revient avec un petit planning de 9 mois qui est quand même déjà assez long pour dire, bah, écoutez, d'ici 9 mois, on aura ce use case qui va tourner et ça apportera de la valeur au produit et à l'entreprise. Le souci, c'est que dans la réalité, tu peux passer à la suite, les choses ne se passent généralement pas du tout comme ça. Et plus il avance, plus cette personne avance en fait dans la mise en place de son data lake, plus il se rend compte que la récupération des données dont il a besoin, notamment par exemple sur de la fraude, donc il faut récupérer des données de carte de crédit, il faut récupérer des données de comportement, un certain nombre de données, c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Donc, plutôt que de passer 6 mois à mettre en place son data lake et récupérer des données, il passe un peu plus d'un an et les données sont assez fragmentées encore au bout d'un an. En parallèle, il avait commencé à recruter une équipe de data scientists assez tôt pour pouvoir commencer. Et en fait, justement, les data scientists n'ont pas grand-chose à faire. Donc, ils partent sur de la modélisation sur des données fragmentées. Et plutôt que d'en ressortir des algorithmes on va dire, pertinents et qui fonctionnent relativement bien, comme ils n'ont pas beaucoup de choses à faire sur toutes ces données, en fait, ils partent dans de la vraie modélisation, sortent tous les outils et arrivent à la fin à détecter pas mal de choses, mais en ayant sorti une artillerie assez lourde. Et à partir de là, en fait, ce chef de projet, chef de produit, au bout d'un moment, il considère qu'il est arrivé à un stade assez avancé de sa modélisation et il passe les choses côté IT, industrialisation. Et en fait, là, grosse catastrophe. Se rend compte que les frameworks ou les librairies utilisées par les data scientists ne correspondent pas du tout à ce que les ingénieurs poussent en production, que les performances anticipées ne correspondent pas du tout aux besoins. Et
donc impossible de passer tel quel en production ce qui est développé par les data scientists, et besoin de réécrire l'ensemble, besoin de faire des allers-retours. Et en fait, plutôt que de prendre un mois d'industrialisation, on prend généralement 5 à 6 mois pour un résultat qui, si tu avances un petit peu, qui tombe généralement à l'eau. C'est quelque chose que j'ai rencontré moi plusieurs fois, où il y a eu beaucoup de… Une fois que cette industrialisation est faite, bien difficile en fait d'avoir travaillé de façon un peu déconnectée avec le business par exemple, fait qu'à la fin, le temps de développement et le temps de travail arrive à la situation où le besoin ne correspond plus exactement à ce qui a été développé, ou ce qui a été développé ne correspond plus au besoin, et il faut reprendre l'ensemble. Donc on se retrouve quasi 1 an et demi, 2 ans après le début des développements, avec quelque chose d'inutilisable et qui a coûté extrêmement cher, et qui a un peu décrédibilisé l'utilisation de la donnée, la mise en place de produits de données au sein de ce type d'entité. Et ça, c'est généralement des histoires qu'on rencontre régulièrement, et pour lesquelles ensuite ça devient très très difficile en fait de remettre les choses dans le bon ordre et correctement pour pouvoir faire avancer justement de la valeur autour de l'utilisation de la donnée. Bon, tu peux avancer. Et en prenant quelques statistiques de rapports qui sont sortis assez récemment, en fait, bon, c'est assez frappant. Surtout le deuxième, là, 8% des projets de big data sont vus comme étant très, très réussis. Et le troisième, 85% des projets échouent. Donc on se retrouve généralement en fait, dans ce cas de figure très très souvent. Très souvent, en fait, les équipes, souvent les data scientists travaillent de leur côté sans impliquer l'IT, sans trop engager le business. Et ce qui fait que très souvent, on sort des POC, des proof of concept, mais qu'on ne peut pas industrialiser sans génération de valeur réelle pour l'entreprise derrière. Et très souvent, après cette première phase où tout doit être construit, la valeur arrive généralement dans les versions ultérieures des projets. Et ce qui a fait en sorte qu'on a perdu 6 mois, 9 mois, 1 an, et dans un certain dans certains domaines, en fait, on a perdu quasi toute la valeur, en fait. Donc c'est assez critique de pouvoir gérer ça correctement, et c'est ce qu'on va décrire avec Benoît ensuite. Donc pour expliquer déjà les termes utilisés, beaucoup de termes en fait qui sont aussi apparus assez récemment en termes de noms, comme la data science. Donc cette petite slide, c'est pour situer un petit peu les différentes disciplines. Donc data science, intelligence artificielle, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Donc ça se recoupe en certaines parties. L'intelligence artificielle traite vraiment tout ce qui est théorie, technique et processus pour traiter de l'information, simuler certains traits de l'intelligence humaine, même si c'est très éloigné et qu'on ne devrait certainement pas l'appeler intelligence artificielle. C'est plus de l'automatisation et des théories mathématiques qui peuvent être inclus au sein de toutes sortes de processus, que ce soit de la supply chain, de la recommandation marketing et tout. Et ensuite, la data science, c'est en fait une discipline qui existe depuis très longtemps, dont le nom a été plus récemment donné en termes de data science, mais ça existe au sein des… avant, c'était ce qu'on appelait les statistiques, ou au sein des assurances, de l'actuariat par exemple. Donc là, c'est vraiment de la manipulation et de l'analyse de données assez avancé, avec des prédictions, des travails sur des modèles et tous ces éléments-là. Ensuite, au sein de la data science, parmi tout l'écosystème, on a encore d'autres noms qui arrivent, le machine learning, les analytics, le big data. Donc le machine learning, c'est l'ensemble des techniques qu'utilise la data science, enfin une partie des techniques utilisées par la data science du point de vue statistique. Le big data, je vais le décrire un peu plus après, parce que ça permettra de positionner en fait vraiment une des raisons pour lesquelles ces projets sont complexes. Donc c'est tout ce qui est lié à l'utilisation des très forts volumes de données actuels. Et une autre grosse partie en fait qui arrive, c'est toute la partie analytics en fait qui est là pour extraire des insights des données. Ouais, voilà. Donc une des grosses complexités en fait du big data, et ça c'est un des points finalement à retenir au sein de la présentation. Je pense qu'il y a un certain nombre de points à retenir. Ça c'est un point assez important, c'est que ce qui entraîne cette grosse complexité, c'est que d'un côté
On traite des volumes de données très importants. Donc tout ce qui est généré par le web, par les capteurs, par les téléphones est énorme. Mais à cela, on ajoute aussi une variété importante, c'est-à-dire qu'on ne gère plus des tables ordonnées correctement, mais on peut gérer toutes sortes de types de données qui proviennent de capteurs, qui proviennent du web, qui proviennent de fichiers, qui proviennent de toutes sources en fait. Et donc gérer des volumes sur des structures différentes et complexes. Et un troisième élément se rajoute à cela, qui est la vélocité. Les données web sont généralement traitées avec une très grande vélocité, avec des millions d'utilisateurs sur un site web. On se retrouve avec des millions de lignes de données créées à la seconde. Des capteurs, c'est pareil, les capteurs peuvent envoyer énormément de données. Enfin, c'est gigantesque et on en crée de plus en plus à chaque fois. Donc ça, c'est les trois sur la droite, on va dire, les trois grandes caractéristiques. Et ensuite, moi, j'en ai ajouté deux autres qui sont la véracité, c'est-à-dire qu'on peut travailler avec énormément de données, des structures différentes et les récupérer avec une grosse vélocité. La grosse problématique derrière, c'est est-ce qu'on a confiance dans ces données ou pas. Et vous le verrez par la suite, c'est un des éléments fondamentaux de tout travail sur des produits de données. C'est que si on travaille avec des données de mauvaise qualité, on en sortira forcément des outputs ou des conclusions erronées. Donc c'est une très très grosse problématique en fait qui est au centre de la question des data products. Et ensuite, la dernière, c'est un petit point supplémentaire sur le fait qu'on peut avoir des volumes très importants, mais très souvent, en fait, une partie de ces données a de la valeur et les autres n'ont pas forcément de valeur. Donc, il faut être également capable de distinguer tout ce qui est intéressant de ce qui n'est pas intéressant. Donc voilà, ça c'est vraiment les gros concepts à garder en tête, je pense, pour avancer. Après, je ne sais pas si tu partageras la présentation par la suite ou le Ouais. webinaire sera en redressation. Mais ça, c'est une illustration intéressante en fait de ces éléments-là qui montre que sur la gauche, en fait, on est parti sur des éléments très maîtrisés, sur des données structurées en petits volumes liées au supply, tout ce qui est sales ou CRM, mais que petit à petit, en fait, maintenant vers la droite, on traite toutes ces données qui peuvent venir d'éléments très très divers et qui sont extrêmement difficiles à prendre en compte. Donc ça, c'est juste pour illustrer rapidement. Ensuite, petite illustration supplémentaire en fait, sur le machine learning. Pour comprendre ce dont on parle, en fait, le machine learning, donc c'est un ensemble de méthodes statistiques pour traiter des données. Et généralement, on travaille suivant deux types. Donc, on parle d'apprentissage non supervisé et d'apprentissage supervisé. Bon, vas-y, avance. Bon, vas-y, t'as qu'à tout déployer là. Donc sur l'apprentissage en fait non supervisé, il faut voir, imaginez, on a un ensemble de données sur lesquelles on ne connaît rien. On a des caractéristiques de ces données, mais on ne sait pas, par exemple, on a un ensemble de photos, mais on ne sait pas si une photo, par exemple, se rattache à un chien, un chat ou un autre animal. Et l'idée, c'est de classer ou de regrouper ces photos par attributs similaires, par similarité. Donc les algorithmes vont travailler directement sur les éléments et vont isoler toutes les photos de chiens qui se ressemblent, toutes les photos qui se ressemblent correspondant à un chien, à un chat ou à un cheval, par exemple, sans pour autant être capable de donner un nom à ces photos. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le clustering. On regroupe par caractéristique. C'est par exemple, pour la fraude, c'est un élément important, c'est-à-dire pas mal d'éléments qui sont communs se retrouvent classés au même endroit. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut une intervention humaine aussi pour pouvoir le faire. Et sur l'apprentissage supervisé, au contraire, là, par exemple, on sait que chaque photo a une étiquette. Donc, c'est-à-dire que chaque photo de chien, on sait que c'est un chien, un chat ou un cheval, par exemple. Et on va être capable de déterminer pour le chien quelles sont les grandes caractéristiques, pour le chat, quelles sont les grandes caractéristiques. Donc, on va avoir des questions de possibilité d'expliquer, en fait, les regroupements. Et à partir de ça, on veut faire deux grandes choses, soit classifier les données, donc obtenir des gros regroupements, soit faire ce qu'on appelle des régressions, c'est-à-dire faire des prédictions. C'est-à-dire en fonction de certaines caractéristiques, quelle va être par exemple l'évolution de prix, quel prix on devrait proposer à un utilisateur qui arrive en fonction des caractéristiques de l'utilisateur pour qu'il accepte une offre. Et ça correspond plus à du supervisé. Et donc au sein du machine learning, on a énormément de librairies, de modèles qui permettent en fait d'adresser les différentes choses en fonction de la qualité des données qu'on a, du type de données et aussi de la performance qu'on attend derrière.
Vas-y. Donc rapidement, on peut, si on doit distinguer en fait quatre grands aspects sur l'application de la data science, et c'est à partir de là en fait qu'on voit commencer à apparaître des cas d'usage sur les produits de données. C'est-à-dire une première partie, c'est tout ce qui est analytique, donc des analyses descriptives, faire de la prédiction, avoir des moteurs de recommandation, de la segmentation, pas mal d'éléments autour de ces éléments-là. Une deuxième grosse partie tourne autour du traitement naturel du langage. Euh, Génération de texte, tous les chatbots tournent autour de ça, reconnaissance du langage. Donc ça sont des applications assez intéressantes qui sont utilisées par pas mal d'entreprises. Reconnaissance de caractère ensuite, tout ce qui est computer vision. Donc identification sur les caméras, identification faciale, modération de contenu avec des images. Donc ça c'est un gros aspect. Et ensuite, une partie qui se développe de plus en plus et qui est déjà assez présente sur tout ce qui est supply chain, c'est tout ce qui est automatisation de processus. Donc, comment améliorer les processus à partir de traitements automatiques, de compréhension automatique. Donc ça, c'est un champ gigantesque de travail et de recherche. Généralement, les produits de données se retrouvent un peu dans ces différentes catégories. Et au final, bon là, pour résumer un petit peu cette complexité, produit data, au final, c'est une équation extrêmement complexe qui mélange aussi bien des fondations techniques que des fondations business. Sur la technique, donc on a déjà tout ce que j'ai expliqué sur la data, big data, pas forcément du big data, mais beaucoup de questions sur la qualité. Un point sur lequel je suis parvenu, c'est tout ce qui a trait à la partie juridique en fait et la confidentialité autour des données. Ensuite, on a toutes les capacités en termes de machine learning et de data science pour traiter ces données. Mais après, un énorme élément extrêmement critique, c'est toute la partie IT et toute la partie technique en fait pour pouvoir porter les produits, toute la stack d'industrialisation et comment généralement on arrive à intégrer ces produits de données au sein, soit d'un SI traditionnel ou soit au sein de quelque chose d'assez agile. Donc ça, c'est déjà une équation très très complexe. Mais ensuite, la partie business généralement est la plus compliquée, la couche qui fait en sorte que les choses se passent généralement mal, c'est que traiter la donnée en fait nécessite souvent un changement assez important en termes de culture et en termes d'organisation et de gouvernance. Les systèmes d'information sont souvent créés de façon silotée, donc de la donnée qui circule difficilement entre les différentes équipes, avec des prises de pouvoir par rapport à la donnée. Donc c'est assez difficile de faire avancer ce genre de choses. Donc, il y a besoin de gouvernance, besoin de beaucoup de choses, et de retravailler tous les processus en fait, d'accès à la donnée, de gestion de la donnée, parce que ça peut devenir très, très complexe quand on a des millions et des millions de lignes créées par jour, de clients et tout. Donc, c'est une équation très complexe, et on va le voir avec Benoît après sur finalement pourquoi certains rôles sont apparus pour gérer ce genre de choses. Mais si on veut vraiment générer, l'idée c'est de générer de la valeur, ça ne sert à rien de faire un produit si on ne génère pas de valeur. Faut être capable d'adresser tous ces aspects avec plus ou moins un niveau important, mais il faut vraiment les avoir en tête pour avancer. Et voilà. Ok, merci beaucoup, Michael. Donc effectivement, là, l'idée, c'était dans un premier temps de vous faire une introduction au monde de la data, à la data science, au machine learning, que vous ayez bien les concepts clés en tête, parce que c'est des concepts qui sont fondamentaux pour la suite, le data product management. Maintenant, l'idée, c'est de vous parler un petit peu de ce que c'est que le data product management, puisque le data product management, c'est une discipline qui est quand même relativement nouvelle dans l'écosystème produit. Et là, l'idée, c'est de vous faire une rapide introduction de ce que c'est. Donc, dans la lignée de ce qu'a dit Mickaël, pour essayer de définir un produit data, nous, on le définit de la façon suivante. Donc, c'est-à-dire qu'un produit data, il doit avant tout apporter de la valeur à un utilisateur final. Et ça, c'est clé. C'est-à-dire que notre produit, il doit apporter de la valeur à l'utilisateur et à l'organisation qui le pousse sur le marché. C'est comme pour un produit classique. Sauf que là, on va créer un produit via du machine learning. Et donc, effectivement, c'est là où la notion de produit et la notion de data vont être intimement liées. Et ce qui est assez particulier au niveau des produits data, c'est qu'en fait, on ne va pas foncièrement avoir de front. Et donc, en fait, là, le lien avec son utilisateur final, il est quand même
beaucoup plus complexe que pour un produit web, que pour une application mobile. Et donc, il faut être en capacité de recréer ce lien pour aller dénicher la bonne problématique et du coup le bon use case derrière pour notre produit data. Donc ça, c'est un enjeu qui est clé dans la construction d'un produit data. Et donc voilà, donc un produit data, il va être constitué de trois choses, hein, de ce qu'on appelle les inputs, donc toutes les données qu'on va prendre en entrée, ensuite de l'algorithme qui va modéliser ces données, puis effectivement l'output, donc ce qui va en ressortir. Et donc tout ça, en fait, c'est ce qui va rentrer là dans le petit schéma en bas de l'écran. Donc c'est tout ce qui va rentrer dans la performance du modèle. Donc l'ingestion, la préparation des données, la modélisation et la prédiction. Donc ça, classiquement, c'est ce qu'on a en tête quand on fait de la data science. Mais ce qu'on oublie trop souvent, et c'est là où il y a une réelle importance au niveau du data product management, c'est tout ce qui va tourner autour des performances de l'activation. C'est-à-dire qui sont nos utilisateurs, quelles sont leurs problématiques, comment on peut les résoudre et comment on active tout ça. Et donc, nous, effectivement, en tant que data product manager, on va beaucoup travailler sur cette notion de performance de l'activation. Juste, vous devez bien avoir ça en tête, mais juste pour re-illustrer par rapport aux propos de Mickaël, donc un produit data, ça peut être pas mal de choses différentes. Donc, ça peut être, donc là, c'est des produits data que vous voyez tous les jours, donc, que ce soit la solution de recommandation de Netflix, de la recherche intelligente chez Google ou d'image recognition. Donc, ça, c'est des produits data comme on les entend. Et au niveau de la classification des produits data, donc là, effectivement, on reprend vraiment ce qu'a dit Mickaël. Donc, vous avez deux façons de classer vos produits data. Vous avez une classification algorithmique, donc là avec du supervised learning ou du unsupervised, et la classification par cas d'usage que Mickaël vous a juste précédemment présenté. Ce qui est important, juste, c'est pour ça qu'on a gardé cette slide-là, c'est que dans le data product management, on va plutôt se tourner vers une classification par cas d'usage plutôt qu'une classification algorithmique, parce que ce qui est important pour nous, c'est justement de se projeter dans les problématiques de nos utilisateurs et donc des cas d'usage qu'on souhaite pousser au niveau de notre produit data. Et donc, on a commencé un petit peu à en parler, mais quelles sont aujourd'hui les problématiques dans le monde de la data science? Alors, il y en a plusieurs. La première, c'est que, effectivement, comme l'a souligné Mickaël dans son introduction, aujourd'hui, il y a quand même une majorité de produits data qui ne correspondent pas forcément à de réels besoins utilisateurs. Et ça, nous, on le voit avec pas mal de nos clients qu'on accompagne sur cette partie data product management. C'est souvent, hop, il y a un partie prenante qui a une idée de nouveaux use case. J'ai envie de faire la détection de fraude, on y va. Et en fait, il n'y a aucun challenge de est-ce qu'il y a une réelle problématique derrière, est-ce qu'il y a de réels utilisateurs derrière. Et en fait, il n'y a aucune priorisation qui se fait quand on construit un produit data. Alors qu'on a énormément de méthodos sur le volet product management pour construire des produits classiques. Là, sur la partie data science, on oublie tout ça et on priorise rien du tout. Donc ça, c'est une vraie problématique qu'on a aujourd'hui au niveau du marché. La deuxième problématique qu'on a, c'est que aujourd'hui, il y a un fossé de plus en plus important qui se crée entre les profils data, notamment les data scientists, hein, qui vont être plutôt dans la statistique, et les profils métiers. Et en fait, souvent, les profils métiers ont un peu l'impression que la data science, c'est un peu de la magie et ils ont du mal à se projeter dans comment ça fonctionne. Et c'est justement là où le data product management est très important, c'est que le data product management va faire justement le lien entre les métiers et les équipes data, les équipes techniques. Et l'objectif, c'est vraiment de rendre compréhensible pour les métiers ce qu'on fait au niveau de la data science et du coup d'aller chercher des inputs côté métier pour avoir justement les bonnes problématiques métiers à traiter. Et enfin, le dernier pain point qu'on a aujourd'hui au niveau de la data science, c'est qu'il n'y a pas foncièrement de méthodologie dédiée. Ce qui se passe, c'est que voilà, on a une idée d'algo globalement. On a un data scientist qui va un peu bosser dans son coin ou alors qui va peut-être bosser un peu avec un data analyst. Mais voilà, il n'y a pas de réelle notion encore dans beaucoup d'entreprises d'équipe data, de fonctionnement en équipe produit. Et ça, pareil, c'est quelque chose qu'on essaye d'améliorer avec cette notion de data product management. Et donc, en fait, là, juste rapidement pour que vous l'ayez en tête, mais quand nous, on fait du data product management, on se retrouve au milieu de plusieurs cercles. Donc, le cercle business, hein, c'est est-ce qu'on apporte de la valeur à l'entreprise, tout ce qui va tourner autour de l'user experience, parce que mine de rien, même si on est sur un produit qui n'a pas forcément d'interface derrière, il y a quand même des utilisateurs, donc il y a quand même une notion d'expérience utilisateur.
bien évidemment la data science et ensuite le monde du développement. Donc nous, en fait, en tant que data product manager, on va se retrouver au milieu de ces différents mondes et on va être un petit peu les chefs d'orchestre pour essayer de, encore une fois, apporter un maximum de valeur à nos utilisateurs finaux et à l'organisation qui pousse son produit data sur le marché. Juste pour vous expliciter bien la chose et que vous ayez bien tout ça en tête. Donc là, on vous a remis un peu le process global dans la construction d'un produit data. Donc il y a plusieurs étapes. Un, l'identification de la problématique business. Deux, l'exploration du use case. Donc là, l'idée, c'est de se dire, bon, bah, j'ai une idée de problématique, je vais creuser un petit peu et on reviendra plus en détail là-dessus parce que c'est une phase qui est fondamentale. Je vais creuser un petit peu le besoin et voir si c'est quelque chose qui me semble prioritaire. Trois, l'acquisition et l'exploration de données. Donc là, l'idée, c'est de se voir si finalement, on a une bonne complétude de données, si on a une bonne qualité de données et voir si derrière, on peut s'engager dans la construction d'un algorithme. Donc la construction du modèle, 4. Ensuite, on entraîne. Ensuite, il y a une logique de scalabilité. Et ensuite, même si c'est quelque chose qui va arriver durant chacune des phases, il y a vraiment une logique d'amélioration via une récolte de feedback. Et en fait, là, le code couleur, c'est pour vous les bien en tête, c'est là où le data product manager va être fondamental dans le process, c'est sur les étapes 1, 2 et 7. Et vous voyez que mine de rien, ça représente beaucoup d'étapes dans l'ensemble du process qui sont aujourd'hui complètement quasi oubliées par beaucoup d'équipes data parce qu'on n'a pas encore ce type de profil qui intervient dans les équipes data. Et donc, en fait, le rôle du data product manager, donc, il va y avoir plusieurs rôles. Donc, il y a déjà des choses qui vont tourner autour des hard skills. Donc, quand on est data product manager, l'idée, c'est d'avoir à la fois des hard skills dans le domaine du product management, puisqu'on est des product managers avant tout, et bien évidemment dans le domaine de la data, puisque l'objectif, c'est quand même de collaborer avec des profils data, donc des data scientists, des data engineers, des data analysts, parfois des profils plutôt data DevOps. Donc voilà, il faut avoir quand même un certain nombre de skills techniques sur la data. Et puis après, bien évidemment, comme tout product manager, il y a des soft skills qui sont essentiels quand on est product manager. Donc les rôles, ils sont multiples. Je vous ai mis quelques exemples de rôles, mais la liste est non exhaustive. Il y a bien évidemment tout ce qui va tourner autour de la user research, donc comprendre les problématiques utilisateurs et les affiner via une exploration produit. Tout ce qui va tourner autour de la collaboration avec l'équipe, notamment l'équipe data. Et puis voilà. Après, il y a quand même beaucoup de choses autour du product management. Donc là, c'est des choses plus classiques, mais qu'il faut faire aussi au niveau d'une équipe data, même si bien évidemment ça va être adapté. Avoir une roadmap dédiée, avoir un backlog, avoir des US. Voilà. Là, c'est aussi un rôle classique du product manager, mais qui est un rôle également du data product manager. Et là, juste, on vous a mis en fait quelques petits exemples. Par exemple, nous, de Canva qu'on utilise. Donc là, c'est plutôt dans le cadre de l'exploration produit, donc pour définir une problématique. Et là, vous avez deux exemples de Canva. Il y a à droite de l'écran ce qu'on appelle, nous, le Product ML Canva, donc qui est un Canva qui est vraiment inspiré du Lean Canva. Et en fait, là, l'objectif, ça va être pour le Data Product Manager de bien qualifier la problématique et le use case. Donc là, on va plutôt avoir quelque chose orienté business, donc avec des choses comme quelle est notre problématique cible, quels sont nos clients, nos utilisateurs cibles, qu'est-ce qu'on anticipe comme risque, quelle est la proposition de valeur unique, quelle gouvernance on met derrière tout ça, quels objectifs on se fixe. Donc voilà, c'est des choses assez business. Donc c'est un Canva, si ça vous intéresse, on pourra bien évidemment vous l'envoyer, mais qui est assez simple. Et après, comme tout Canva, l'objectif, c'est que ça soit adaptatif. Donc, c'est-à-dire que autant de la définition de la problématique, on commence à compléter ce Canva et puis après, on le fait évoluer comme un Canva classique tout au long du cycle de vie du produit data jusqu'à avoir quelque chose qui corresponde à nos attentes. Donc ça, c'est plutôt un Canva qui va favoriser la communication entre les parties prenantes business et le data product manager. À gauche, on a un Canva qui est un peu plus tech, tourné autour de la data, qui s'appelle le Machine Learning Canva. Et là, l'objectif, ça va être plutôt de cadrer en fait l'algo qu'on souhaite construire. Donc ça, c'est un Canva qui est rempli en binôme avec un data scientist référent
et le data product manager. Et en fait, là, on va avoir pas mal de choses. Par exemple, au niveau de la ML task, là, l'idée, c'est de se dire quels sont les inputs qu'on va mettre en termes de data, quels sont les outputs qu'on anticipe, en termes d'algo, sur quoi on est. Est-ce qu'on est sur du ranking, sur de la reco, sur de la classification, de la régression. Bref, voilà, c'est des choses qu'on précise, mais que le data product manager quand même doit bien avoir en tête. Il y a par exemple des notions de temporalité. Donc là, c'est la case making predictions. Donc tous les combien de temps en fait l'algo doit pousser des outputs. Il y a des notions de KPI, donc offline evaluation, c'est avant qu'on ait l'algo, quel résultat on a, et live evaluation and monitoring, c'est après qu'on ait mis l'algo, quel résultat on espère avoir. Bien évidemment, tout ce qui va être lié à la data, donc quelle source de données on a, etc. Donc pareil, ça c'est un canevas qui est assez important et qu'on utilise fréquemment parce que ça nous permet de favoriser et faciliter la communication plutôt là avec les équipes tech, donc les équipes data, soit de l'équipe data en tant que telle, ou soit d'autres équipes avec qui on devrait échanger. Là, je vous ai mis un autre exemple de ce qu'on peut faire en termes de Rex. C'est le process d'exploration produit. Donc là, c'est toute la phase numéro 2 qu'on a vu dans le schéma, dans ce schéma-là, donc, qui explore du use case. En fait, ici, là, on va avoir différentes étapes. Et là, je vous détaille un petit peu, nous, ce qu'on essaye de faire quand on explore justement un use case data. Donc, il y a vraiment une logique de formalisation de la problématique. Comme sur un produit classique, on se dit, on part toujours d'une problématique existante. Là, c'est la même chose sur un produit data. On doit partir d'une problématique existante. Et donc, en fait, il y a l'idée de formaliser cette problématique-là. Et en fait, très rapidement, on va commencer avec nos 2 canevas, avec une logique de workshop, d'atelier, un atelier métier où on va plutôt compléter le product canvas, le product ML canvas, et un atelier plutôt technique où là, avec différents profils plutôt data et technique, on va réfléchir à l'algo qu'on souhaite avoir pour demain. Ensuite, il y a une phase de user research qui est importante. Et donc là, en fait, l'idée, c'est d'identifier des personas cibles, des utilisateurs cibles, et d'aller faire des interviews exploratoires pour itérer sur notre problématique. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'interface front qu'on n'a pas d'utilisateur. L'idée, c'est on sait qu'on pousse un algo pour apporter de la valeur à quelqu'un. Donc, il faut essayer de définir quel est ce quelqu'un et faire des interviews avec ces personnes pour voir si finalement la problématique qu'on a identifiée est une réelle problématique où il faut pivoter. Troisième phase, on va plutôt être dans là du user feedback. Et en fait, nous, ce qu'on fait et qui fonctionne plutôt bien, c'est qu'on essaye de rendre tangible l'algorithme qu'on souhaite construire avec du wireframing et du maquettage. Et en fait, même si demain, en fait, l'algorithme doit s'intégrer dans des produits déjà existants, même si demain, il n'y aura pas de front, en fait, on se force à faire un petit exercice de wireframing ou de maquettage, en fait, pour recréer un lien avec notre utilisateur cible et récolter du feedback. Et donc, on arrive à le faire quand même dans une majorité de cas. Et ça nous permet derrière de faire ce qu'on appelle des interviews de validation, donc d'aller chercher du feedback à partir des wireframes et des maquettes qu'on pousse. Et de là, en fait, on met à jour nos canevas et surtout, on a un petit score NPS par rapport à l'envie qu'on génère via ces maquettes et wireframes qu'on a créées. Et puis après, bien évidemment, il y a une phase qui va plutôt orienter autour de la data. Donc, est-ce qu'on a une bonne qualité de data? Est-ce qu'on a une bonne complétude? Et après, on se donne un indice de confiance. Et ensuite, en fonction de ce qu'on a au niveau de le scoring NPS utilisateur et l'indice de confiance technique, on est en capacité justement de prioriser les différents use cases qu'on souhaite embarquer au niveau de l'équipe data pour être sûr que derrière, on maximise l'apport de valeur. Alors voilà, je vous propose de passer à l'étape numéro 3. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit, ce qui pourrait être intéressant, c'est que Mickaël vous fasse part de quelques petits tips après pas mal d'années sur des projets data qu'on va voir ensemble. Mais du coup, c'est vraiment plutôt effectivement un Rex opérationnel de points d'attention qu'il faut bien avoir en tête quand on travaille effectivement sur des produits data. Merci Benoît, je vais aller assez vite parce que le temps passe pas mal, donc pour laisser la place aux questions, surtout si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre sur le chat et tout, parce que il reste un peu moins d'1 minute. Donc un des premiers gros éléments dont je parlais précédemment, c'est tout ce qui est data gouvernance.
C'est compliqué à mettre en place parce que ça a un lien avec des processus, des rôles, des responsabilités. Souvent, on doit mettre en place de nouveaux rôles au sein d'équipes, ce qu'on appelle des data owners, enfin les personnes qui sont responsables en fait du point de vue du business de certains types de données. Pour pouvoir ensuite assurer la qualité de la donnée qui va rentrer dans les différents produits. Mais également, il y a tout ce qui est conformité réglementaire, avec le RGPD par exemple. Il y a énormément de choses à mettre en place et c'est souvent dans des structures qui sont pas habituées en fait de faire de la gouvernance transverse. Donc c'est un gros bloc qui peut prendre beaucoup de temps. L'idée n'est pas de l'utiliser en tant que frein pour sortir des produits, mais plutôt voir comment en fait on peut faire avancer de front aussi bien une mise en place de gouvernance que la mise en place de solutions ou de MVP en termes de produits data et comment ça peut rentrer au niveau des différentes structures. Ça, c'est un des premiers gros points à avoir en tête. Le deuxième gros point, c'est finalement quelles sont les données dont on dispose. Est-ce que on les maîtrise? Est-ce qu'elles sont disponibles? On veut parfois utiliser, par exemple, si on veut utiliser des données de géolocalisation, comment fait-on pour les récupérer? Est-ce qu'elles ont un coût? Est-ce qu'on doit les récupérer des données ailleurs? Est-ce qu'on doit mettre en place des partenariats? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bien souvent, j'ai pu me rendre compte que j'ai été appelé pour des mises en place de projets au sein souvent d'institutions qui veulent utiliser la data science pour améliorer ce qu'ils ont, mais généralement, ils n'ont pas forcément de données, ou en tout cas, ils n'ont pas de flux de données qui peuvent alimenter les produits correctement. Donc, il faut déjà s'attaquer à cette partie-là avant d'aller plus loin. Et donc là, il y a pas mal de questions qu'il faut se poser en fait et décortiquer tout ce qu'on peut utiliser. Et parfois, ça peut prendre beaucoup de temps et ça prend souvent généralement beaucoup de temps en fait cette partie-là. Ensuite, tout ce qui des nouveaux rôles, comme le disait Benoît, des rôles techniques sont apparus et il faut arriver à bien les identifier. Donc, on a souvent des rôles qui construisent justement les pipelines de données, les plateformes de données sur la partie big data, donc des ingénieurs big data. Ensuite, les data scientists sont souvent au centre en fait sur tout ce qui est modélisation et compréhension de quelles données on a besoin et construction de ces modèles de machine learning. Tout ça en fonction de la taille des équipes et de la complexité. Souvent, un architecte big data est là. Moi, j'en ai toujours eu un, ou en tout cas, un des ingés seniors peut avoir ce rôle-là. Et ensuite, pour un autre rôle, c'est le machine learning engineer qui apparaît de plus en plus, en fait, qui fait le lien entre souvent les data engineers et les data scientists, en fait, qui maîtrisent les frameworks de production, de mise en production des modèles, mais qui également comprend bien les modèles utilisés par les data scientists. C'est un maillon assez important, qui est assez essentiel, qui apparaît beaucoup. Et ensuite, en termes de management, donc on a, en fonction de la complexité et de la taille, donc soit juste on va dire juste un product owner en tout cas sur les produits, donc qui lui fait vraiment le travail de produit plus opérationnel sur la roadmap, l'animation, la communication avec les stakeholders. Donc ça c'est assez typique d'un fonctionnement normal. Mais ensuite après sur la partie product management, en fonction de la taille et de la complexité, parfois, il y a des product managers donc comme moi qui interviennent aussi pour être capables de travailler plus en amont sur la stratégie. Et comme le disait Benoît, on est souvent responsable de la performance en fait et de l'impact business des produits qu'on veut développer. C'est assez critique et souvent, même dans des entreprises assez tech, la valeur apportée par la data reste encore à démontrer. Et donc, c'est vraiment la partie critique en fait pour que les choses prennent réellement. Il y a des points de vigilance supplémentaires, donc il y a tout ce qui est juridique et gestion humaine, toutes les lois supplémentaires, et également en fait toute la partie économique. Donc ça c'est une complexité qu'on retrouve dans beaucoup d'aspects, mais en fonction de la taille des données, des transferts de données aussi entre différents sites, en fait, les coûts peuvent monter très 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 vite, et si on ne les maîtrise pas, on peut exploser complètement les budgets. Et ça nécessite un monitoring assez particulier et spécifique en fait sur tous ces éléments-là. Donc là, on parle de FinOps, data FinOps généralement, mais c'est assez important pour maîtriser la valeur complète. Et donc, il y a beaucoup de questions entre on fait tout et où on achète. Donc, c'est une complexité supplémentaire en fait qu'il faut bien prendre en compte.
Autre point de vigilance, c'est ce qu'on disait initialement, c'est souvent une équipe de data scientists va vouloir aller dans la complexité de la modélisation, donc sortir beaucoup de choses. Là, j'ai juste illustré, bon, c'est un petit slide que j'ai trouvé sur le net, on peut imbriquer des centaines de modèles pour rendre la prédiction encore plus performante, mais généralement, c'est impossible à utiliser en production. Et il vaut mieux utiliser même parfois des modèles très très simples, parfois même des modèles à base de règles, tout simplement, font l'affaire. S'ils utilisent de la bonne donnée, ils sont bien industrialisés, plutôt que des modèles compliqués en fait qui seront bons sur un ordinateur en mode POC, mais qui ne seront pas du tout bons sur de la production, parce qu'on a des grosses contraintes de performance derrière. Et une des grosses problématiques qui arrive de plus en plus, c'est l'explicabilité des modèles. Comme par exemple sur des cas de fraude, il faut être capable en fait de distinguer les différents cas de fraude, les expliquer, pourquoi ces cas apparaissent. Sur de la recommandation pour que, par exemple, pour des commerciaux, pour classer des leads que des commerciaux vont aller démarcher. Il faut être capable aussi d'expliquer aux commerciaux pourquoi ces leads apparaissent en premier, donc quels sont les points sur lesquels appuyer la démarche commerciale également. Et tous ces éléments-là sont assez importants et sont assez critiques dans le cas de mise en place de produits de données. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de faire quelque chose de trop compliqué si on n'est pas capable d'expliquer les raisons derrière pour lesquelles en fait les choses ont avancé. Et dernier point, après on va prendre, je pense, les questions, c'est que finalement, pour que ça marche, en fait, c'est un ensemble, c'est l'ensemble complexe dont je vous parlais, mais pour retenir 3 mots principaux, c'est d'un côté la qualité de données, la performance du modèle, mais aussi toute cette question de l'activation qui souvent a été oubliée et qui est extrêmement critique parce que c'est la seule façon de faire en sorte que le produit soit utilisable et ressorte de la valeur. Et voilà, on arrive au bout de cette présentation. Alors, on a été plus bavard que prévu, parce qu'on avait plein de belles choses à vous raconter. Alors, on a déjà des premières questions. Donc, une question plutôt pour toi, Michael. C'est est-ce que tu aurais un retour d'expérience sur l'agilité au sein d'une équipe data? Alors, c'est assez compliqué l'agilité au sein de la data. En fait, moi, j'ai testé plusieurs façons d'approcher les choses. Donc, j'ai eu une équipe une fois qui travaillait en Scrum. Là, mon équipe travaille en Kanban actuellement. Sur la partie data science pure, on est plus sur des cycles de vie un peu plus orientés recherche et développement, avec beaucoup d'expérimentation. Donc, c'est assez compliqué de réunir l'ensemble. Ça va dépendre des équipes et surtout, ça dépend beaucoup des équipes business et produits avec lesquelles on travaille, qui font que faire entrer dans l'agilité toutes les équipes, c'est déjà un effort à faire du point de vue de la structure complète. Et, et après, tout dépend en fait de la maturité sur laquelle on se retrouve. Donc, si on est vraiment sur des questions de création de produits data, en fait, moi, ce que je conseille, c'est de partir sur une approche très itérative en développement MVP et peut-être travailler sur du mode Scrum avec livraison assez régulière d'incréments produits. Surtout dans le cadre de la data science, où on a besoin de feedback et de retour rapide des utilisateurs sur les modélisations, sur les modèles et tout ce qui est fait, plutôt que de partir sur des cycles de développement plus longs où on ne ressort pas forcément grand-chose. Et là, justement, j'ai des illustrations sur des expériences passées où les data scientists ont travaillé de leur côté et au bout de 5 mois, ils ont proposé la solution, enfin, une sortie d'algorithme aux équipes business qui leur a dit que ça ne correspondait pas du tout à ce qu'ils voulaient parce qu'ils souhaitaient positionner certains produits d'une certaine façon et que l'algorithme ne le ressortait absolument pas. Et donc, ils ont dû tout refaire. Et là, ils sont rentrés dans un cycle beaucoup plus court. Donc, l'agilité est assez compliquée. Je me suis posé beaucoup de questions sur l'adaptation du Scrum à la data. Je pense que c'est principalement, en fait, c'est pas tellement la méthodologie, mais c'est la capacité du product owner à bien orchestrer les choses. Et je pense qu'il faut un product owner assez solide sur ces éléments-là pour faire un peu la part entre les urgences prioritaires. Parce qu'en fait, une des grosses complexités derrière la donnée, c'est que souvent des problèmes de données sont pas visibles. C'est-à-dire sur un développement web, on peut se rendre compte qu'il y a un problème parce que la page ne s'affiche pas, les choses ne sont pas positionnées au bon endroit sur la page. Par contre, en termes de données, si les données sont erronées, on ne s'en rend pas compte.
Donc, très souvent, il y a beaucoup de points par rapport à ça qui peuvent être extrêmement prioritaires pour avoir de la donnée correcte sans que ce soit visible. Donc, il faut vraiment un product owner qui maîtrise ce genre de choses pour qui ait les bonnes compétences en agilité, mais plus. Donc voilà, je pense que ça ira au cas par cas, mais c'est vraiment cette partie-là. Ensuite, il y a pas mal de questions. Comment se structurent les équipes data chez The Fork? En fait, elles sont structurées sur. On a toute une équipe, on a un peu plus d'une vingtaine, une équipe qui est liée à l'activation. Donc, on a une partie BI, Insight, qui travaille beaucoup sur des analyses ad hoc ou sur des dashboards. On a une toute petite équipe de Web Analytics, donc qui traite tout ce qui est Google Analytics et tracking du trafic sur les sites web. Ensuite, on a une petite équipe de data science qui est en train de se monter, qui a été, à cause du Covid, la création a été un peu reportée, et toute une équipe transverse, plateforme, qualité de données, donc mise en place du socle nécessaire pour la gouvernance, pour la qualité et la création du data lake. Et historiquement, donc, ce sont les data ingénieurs qui ont aussi occupé un peu les fonctions de data scientist sur la mise en place de cas d'usage sur la plateforme. Ensuite, peux-tu en dire plus sur la nature des produits data chez The Fork dont tu parlais en début de présentation? Ouais, donc en fait, on a quelques produits sur. En fait, il y a des anciens produits qui utilisent des règles assez basiques pour faire du scoring ou de la recommandation. Comme l'équipe data est assez récente, en fait, elle a été créée il y a 1 an. Les équipes produits étaient parties avec des fournisseurs externes côté machine learning ou personnalisation. Là, on commence à réintégrer ça en interne, et ça touche beaucoup d'aspects sur. Il y a des aspects marketing, très marketing, sur l'étude du churn de restaurants, sur de la recommandation vers des utilisateurs. En fait, il faut voir qu'il y a 2 grosses parties. En fait, il y a la partie B2B qui est très orientée réservation en ligne de restaurants, donc, et la deuxième partie qui est orientée vers la gestion des restaurants et comment ceux-ci peuvent utiliser tout leur inventaire de places et en ligne à chaque. En fait, c'est une gestion de stock pour les restaurants aussi qui est assez importante. Et toutes ces parties-là, en fait, on commence à le développer de plus en plus. Hop. Alors, une autre question. Alors, un peu plus fournie. Donc, alors, hello, j'ai créé une squad data intégrant data scientist et data engineer et je vois des problèmes sur la partie data engineering vis-à-vis des équipes core, tech et infra. Mon idée serait de rattacher la partie data engineering aux équipes tech et la partie data science aux équipes produits. Vous en pensez quoi? Nous, notre côté la fourchette, en fait, il a été décidé de centraliser d'abord les ressources en data au sein d'une équipe unique data pour arriver à maîtriser l'ensemble correctement. Donc, c'est-à-dire avoir les data ingénieurs, les data scientists, mais aussi un data manager et au sein de la même, du même management, pour vraiment commencer à construire correctement. Il y a toutes ces questions autour de la gouvernance, de la qualité sont assez centrales. Et l'idée, pour l'instant, on pense qu'on va aller petit à petit vers, une fois que le socle en termes de plateforme de données sera totalement stable d'ici Q3, Q4, enfin Q4, peut-être d'aller sur un peu plus sous forme de squad, en fait, un data scientist, un data ingénieur, un data analyst et un product owner ou en temps partiel sur chaque projet, sur chaque produit, pour avancer avec les équipes produits ou les équipes business sur un produit particulier. Et peut-être que d'ici 1 an et demi, on sera plus avec des data scientists directement embarqués dans les équipes produits ou business. Ça peut avoir du sens. Mais c'est vrai que étant donné la complexité, même chez La Fourchette, qui est quand même une boîte qui est une boîte tech, ça a été décidé de partir réellement sur cette centralisation pour faciliter les choses, et je pense que ça a été le bon modèle. Modèle que dans ma précédente boîte chez Kering, en fait, n'avait pas été totalement mis en place. Les équipes data science, data engineering étaient coupées, et ça a été extrêmement difficile pour faire avancer les choses. Les data scientists travaillaient sur des données complètement déconnectées de ce qui était en prod, et
Et en fait, de leur côté, plutôt que de travailler sur de la modélisation, ils travaillaient sur des pipelines de données. Donc, ils faisaient plus du data engineering que de la data science. Et donc, c'est assez compliqué, mais je pense que la centralisation au début apporte un certain nombre de choses. Ouais, je te rejoins pas mal, Michael, là-dessus. Effectivement, il y a deux logiques en termes d'équipe. Il y a une logique de centralisation et une logique de décentralisation. Pour les équipes qui commencent sur la data, honnêtement, c'est quand même mieux de partir sur une logique de centralisation parce que mine de rien, il faut avoir quand même une culture organisationnelle adaptée pour partir sur de la décentralisation, parce que ça veut dire qu'on a potentiellement un data scientist par équipe produit. Donc, ça veut dire que les devs, que le product manager soient quand même pas mal sensibilisés aux problématiques data. Donc, ça prend quand même un peu de temps. Et une deuxième chose que je voulais rajouter par rapport à ta question, c'est pour le coup le binôme data scientist, data engineer, il est ultra important et la collaboration entre les deux est ultra importante. Donc pour le coup, je te recommande vraiment pas du tout de splitter ces deux compétences au sein de deux équipes différentes, puisque le data scientist a vraiment besoin du data engineer pour en fait, créer des algos qui vont être pérennes dans le temps, parce qu'il y a quand même toute une logique d'usine logicielle qui va être prise par le data engineer et qui doit être embarquée aussi dans la construction de l'algo. Donc c'est vraiment cette collaboration, pour moi, elle est assez fondamentale et il faut vraiment que les deux communiquent vachement bien entre eux. Totalement. Alors, une autre question, quel serait le bon cocktail de compétences pour un data product manager? Ouais. Moi, de mon côté, c'est à la base, comme tu l'avais dit, en fait, il faut à la base, faut être un product manager. C'est vraiment ce qui est important parce que une grosse partie du boulot, enfin, est un boulot de product manager à part entière. Après, comme je l'ai mis en fonction de la complexité, soit la partie stratégique est moins importante, ou soit la partie opérationnelle est plus importante. Mais comme il y a beaucoup en fait de questions de quelle est la valeur du produit derrière, il faut vraiment être capable d'amener tout ça. Après, des compétences techniques, je pense que c'est assez important d'en avoir. Enfin, moi, sur toutes les rôles de product management, je me suis toujours attaché à bien développer les compétences techniques derrière. Aussi, ça permet déjà de mieux comprendre. Sur la data, c'est très compliqué, donc on peut comprendre les raisons pour lesquelles en fait, certains problèmes peuvent prendre des jours et des jours à être résolus. C'est assez important, mais c'est aussi pour comprendre comment mesurer les performances d'un produit. Et c'est assez essentiel d'être capable de communiquer sur ces aspects-là. Donc pour moi, c'est vraiment un profil assez hybride product et technique. Après, on peut faire un peu d'SQL, du Python. Moi, j'en fais aussi parce que ça reste amusant. Mais il faut être capable en fait, de bien comprendre les choses. Pour le coup, je te rejoins pas mal. Effectivement, en termes de hard skills, il y a des hard skills autour du monde du produit et des hard skills autour du monde de la data. Par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que être data product manager sur un produit data, c'est quand même quelque chose d'assez complexe puisque, comme on le disait tout à l'heure, vous avez un produit sans interface, donc le lien avec les utilisateurs est plus complexe. Donc, effectivement, c'est plutôt un rôle qui s'adresse à des product managers qui ont déjà quand même une certaine expérience et qui ont l'habitude, qui ont déjà géré plusieurs produits, parce qu'effectivement, on a cette complexité supplémentaire sur des produits data qu'on n'a pas sur des produits avec interface potentiellement. Et puis après, il y a une deuxième notion qui est quand même très importante, qui est celle des soft skills, puisque là, effectivement, on va être un petit peu un couteau suisse. Donc, il faut qu'on ait effectivement une bonne capacité à collaborer, une bonne capacité à bien communiquer, une certaine rigueur dans la construction des choses pour avoir des US bien découpés. Donc voilà, après, il ne faut pas oublier aussi les soft skills qui sont pour le coup vraiment fondamentaux pour être un bon data product manager. Juste pour compléter, une des complexités, c'est que en fait, c'est un type de poste assez nouveau, ce qui fait que, un peu comme le poste de product manager a mis un petit peu de temps à émerger correctement, à avoir les frontières qui se définissent bien, le poste de data product manager se cherche encore. Est-ce que c'est un poste de transition en tant que les équipes produits montent en compétences sur la donnée, comme on disait, est-ce qu'il faut centraliser ou décentraliser les choses? Est-ce que c'est Enfin, pour moi, il y a encore pas mal de questions par rapport à ça. Donc, faut avoir toutes ces compétences et être à l'aise en fait, ouais, vraiment sur tout ce qui est produit. C'est ce qui en fait la partie intéressante aussi.
Justement, il y a une autre question qui est en lien avec ce Ouais. qu'on vient de dire. Est-ce qu'un product owner standard, donc non data, peut devenir data product owner? Oui, clairement. Moi, le product owner que j'ai dans l'équipe n'était pas du tout orienté data au début. Elle se forme petit à petit à la data et elle comprend maintenant bien les enjeux. Mais à la base, ce qui est vraiment important, c'est le product owner, en fait, le product ownership qui est essentiel parce qu'on gère des stakeholders business, on gère des développeurs. Donc, avoir ces choses en tête facilite fortement les choses. Puis après, on peut monter sur la compétence en termes de données. Et après, tout dépend jusqu'où on veut aller, en fait. Est-ce qu'on veut que le product owner soit aussi capable de rédiger toutes les user stories ou est-ce qu'il va s'appuyer sur tous les stakeholders pour les rédiger? Après, tout dépend du fonctionnement qu'on veut mettre en place. Mais on peut commencer sur faire du SQL et voir les différentes choses ou commencer sur du machine learning avec quelques MOOC, ça offre déjà un certain nombre de compétences de base qui sont suffisantes, on va dire, ou qui permettent en tout cas d'être assez à l'aise en quelques mois. Tandis que si on si on n'est pas à l'aise sur tout ce qui est gestion d'un backlog, création d'une roadmap, animation d'une équipe de dev, gestion des stakeholders, ça ne s'acquiert pas en 3 mois, quoi. Ouais. En fait, ce qui va se passer, je pense que si on n'a pas effectivement un background data suffisant, donc effectivement, comme l'a dit Mickaël, il y a quand même pas mal de ressources qui existent et donc là, il faut vraiment se former. Il y a quand même pas mal de choses à apprendre. Mais après, ce qu'on fait en fait dans les faits, c'est qu'il y a un binôme qui se crée qui est assez fort dans un premier temps entre un data scientist et un data product owner qui vont collaborer beaucoup au début jusqu'à ce que le product owner puisse être de plus en plus à l'aise et gérer un certain nombre de discussions en autonomie. Mais effectivement, je pense que c'est quand même plus pertinent de partir avec un background product ultra solide pour être en capacité de bien driver l'équipe que de partir en tant qu'ancien data scientist. C'est aussi possible, hein, mais étant donné que c'est des produits très complexes à gérer, effectivement, là, il va bien falloir monter en compétence sur le produit. Et là, pour le coup, personne ne peut vous accompagner dans l'équipe, donc c'est un petit peu plus complexe. Puis après, il y a aussi ces questions en fonction des tailles et tout, la question du management et de la gestion du budget aussi, sur laquelle il faut aussi avoir quelques compétences si on veut avancer les choses, parce que les équipes peuvent devenir assez, pas grosses, mais assez complexes, étant donné les profils. Et comme je l'ai dit, les peuvent exploser, donc il y a vraiment des profils différents, donc il faut vraiment être à l'aise en fait à manager aussi les différents profils. Et on va prendre une dernière question. Donc, as-tu des profils dev spécifiques pour développer les produits data? Bah, c'est assez compliqué comme question parce que une personne fera jamais le boulot complètement. On retrouve avec des profils data scientist, data ingénieur avec pas mal d'années d'expérience qui sont capables de traiter de bout en bout les choses, mais il n'y en a pas forcément beaucoup. Des data ingénieurs qui maîtrisent en fait tout ce qui est développement logiciel pur avec bonne pratique de développement logiciel pour faire en sorte qu'on ait un code robuste qui tienne un certain nombre de performances et qui se sont formés à la data science et qui sont capables de créer certains modèles relativement simples mais qui tiennent bien. Ça, moi j'en ai un dans l'équipe bien solide là-dessus. C'est lui qui a développé principalement les use cases en prod avec une data analyst qui était data scientist et ça tourne bien. Euh, mais pour vraiment faire quelque chose qui tienne et tout, faut vraiment je pense les deux profils, hein, un data scientist, un data ingé. Je dirais qu'avant tout, pour commencer, il vaut mieux un data ingé qui puisse faire un peu de modélisation plutôt qu'un data scientist qui n'a pas développé de compétences en développement logiciel pour commencer. Pour l'instant, les librairies, on s'en sort facilement avec des librairies relativement simples pour faire de la prédiction, la modélisation et même parfois quelques règles font le boulot en fait. L'inverse est quand même plus complexe dès qu'on veut mettre du code en production. Voilà, c'est un peu l'idée. Voilà, donc on arrive au bout de cet amas. On a un petit peu dépassé. Donc merci à tous ceux qui étaient là pour cet amas. Et surtout un grand merci à toi, Michael, hein, pour Moi, j'en prie, avec grand plaisir. C'était top de t'avoir avec nous pour parler de cette discipline qui est quand même assez nouvelle, hein, le data product management. Donc, il y a encore pas mal de choses à qualifier, à cadrer. Donc, c'était top d'avoir l'occasion d'échanger là-dessus avec toi.
Merci. Donc voilà, et puis cet épisode du coup sera disponible en review sur notre blog, donc vous pourrez vous y référer si vous souhaitez revoir certains passages, on ne sait jamais hein, de ce qu'on vient de dire. Mm. Et puis vous n'hésitez pas hein, sur LinkedIn ou autre si vous avez Ouais. des questions ou quoi que ce soit. Hein, c'est toujours Bien. intéressant de discuter, d'échanger sur le sujet. Merci à toi, hein, Benoît. Merci. Bon, merci à tous et puis Merci à tous aussi. merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.